Souvenez-vous, le 17 décembre 2019, dans la télé d'ici, nous abordions une thématique sur la bancarisation et l'aide aux entrepreneurs. C'est un sujet qui vous avait intéressé et vous aviez demandé à ce qu'il soit abordé plus longuement, plus en profondeur. Alors on vous a écouté et donc on remet ça ce soir dans la télé d'ici. Pour en parler, on retrouve deux invités qui étaient déjà là sur cette thématique. Il s'agit de Daouda Coulibaly, président de l'APBFCI, l'association des professionnels des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, et de Ken Kakena, cofondateur de Weasel Money. Ils seront accompagnés cette fois en plateau par Jean-Serge Anon, directeur exécutif du FIPME, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. On parlera de ce sujet tout au long de cette émission. On retrouvera bien sûr la ravissante, la pétillante Lindsay pour un tour dans le monde des technologies avec son Take It Easy. Et pour le volet artistique, en fin d'émission, on retrouvera l'excellente T-Bend qui va encore nous régaler. La télé d'ici, ça commence maintenant, là, tout de suite, et c'est sur NCI. On ne vous dira jamais assez merci d'être là tous les soirs à 18h40 devant vos écrans de télévision, devant vos téléphones, devant vos ordinateurs pour suivre la télé d'ici. Ce soir, on parle bancarisation et aide aux entrepreneurs avec Daouda Coulibaly, président de l'APBFCI, l'association des professionnels des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Merci. C'est l'APB, l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Ken Kakena, PDG cofondateur de Weasel. Comment ça va? Très bien, merci Pierre. Bonsoir. Bonsoir Lindsay. Bonsoir, Lindsay tout court. On parle ce soir de bancarisation et aide aux entrepreneurs. Messieurs, quand on parle du taux de bancarisation, il s'agit du pourcentage de la population qui a accès à des services bancaires. Est-ce que cette définition est bien correcte? Tout à fait, c'est la définition donc, au sens du régulateur, au sens de la Banque centrale. Donc effectivement, la population qui a accès aux services bancaires ramenée à la population nationale. Alors aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en 2020, le taux de bancarisation, il s'élève? Alors, les chiffres disent un peu moins de 20%, autour de 20%. D'accord. Est-ce qu'il y a une nette amélioration comparée aux précédentes années sur la question? Oui, il y a quelques années, 5-7 ans, on était autour de 15%. Donc là, on a quand même progressé. Alors, à titre de comparaison, 99% des Français possèdent au moins un compte en banque et le taux de bancarisation dans le monde, lui, tournerait aux alentours des 65%. Alors, sur ce plateau, la première fois qu'on a abordé cette thématique, Jean-Luc Conan de Cofina disait qu'il faut se comparer avec les pays développés qui sont l'objectif à atteindre. On est donc très en retard sur la question. Comment ça s'explique? Quel est le problème? Est-ce que c'est compliqué d'ouvrir un compte bancaire en Côte d'Ivoire? Est-ce que la population y voit un intérêt? Non, ce n'est pas du tout compliqué d'ouvrir un compte bancaire. Donc, je pense que dans tous les pays, c'est le même document. Donc, une pièce d'identité qui justifie que vous êtes bien la personne qui se présente au guichet. Et puis, une domiciliation de salaire ou, en fait, justifier vos revenus, tout simplement. Après, pourquoi c'est compliqué en Côte d'Ivoire? Je ne dirais pas que c'est compliqué. Pourquoi on a un faible taux de bancarisation? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Donc, il y a d'abord une question culturelle. Donc, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aiment bien en fait avoir l'argent en poche, l'argent sous le matelas, l'argent dans le canari, plutôt que de l'avoir en banque. Ouais, c'est plus rassurant. Certainement, où je pense en fait qu'on n'a peut-être pas fait notre rôle d'expliquer suffisamment ce qu'en fait la banque peut apporter. Aujourd'hui, vous avez encore des entreprises qui continuent de payer en fait en espèces que plutôt de faire des chèques. Vous allez au supermarché, vous verrez que 80-90% des gens continuent de payer en espèces, parce qu'il n'y a aussi en fait pas cette culture-là d'utiliser les moyens de paiement, le chèque, la carte bancaire, et puis aujourd'hui les nouvelles technologies. Et donc ça commence à venir. Donc ça, c'est un vrai problème culturel qu'il faut arriver à changer.
Et ce n'est pas seulement en regardant du côté des banques, mais il y a une éducation à faire dès en fait, donc, le bas âge pour expliquer ce que c'est que la banque, comment elle fonctionne, pourquoi en fait, elle est utile dans le système et puis derrière aussi exiger qu'à partir d'un certain montant, comme ça se fait dans les grands pays, que le règlement se fait en fait, par chèque, par carte bancaire, etc. Après, l'autre question aussi, il y a j'allais dire, des aspects sociologiques. Vous avez en fait ici le SMIC est autour de 70-80 000 francs. Avec ça, effectivement, on peut imaginer qu'ouvrir un compte bancaire pour utiliser 80 000 francs, c'est compliqué. Donc les gens, oui, ils préfèrent avoir l'argent. Ben, heureusement qu'aujourd'hui, il ne faut pas regarder que seulement la banque, il faut regarder aussi les institutions de microfinance, il faut regarder aussi les nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui, pas de bancariser, mais de financiariser en fait toute cette population-là. Donc les paysans, le monde agricole, tous ceux-là qui ont des petits revenus, ça c'est compliqué. Même pour les banques, ce n'est pas rentable et les banques ne sont pas outillées pour gérer aussi ce type de clients. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a d'autres chaînes comme les microfinances, comme aujourd'hui la nouvelle technologie qui permettent donc de le faire. Mais est-ce que c'est nécessaire? Parce que vous venez de le dire, on a nos spécificités. Pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps se comparer avec d'autres pays développés? Peut-être que ce n'est pas forcément nécessaire puisqu'on a une autre manière de fonctionner et puisque notre culture nous inculque pas forcément ça aussi. Alors, il faut comprendre le rôle de la banque dans l'économie. La banque, en fait, sert, en fait, est un moyen, en tout cas, de pouvoir mobiliser l'épargne. Et c'est avec l'épargne, en fait, que l'État fait des investissements, que le secteur privé fait des investissements, donc, etc. Donc, le rôle de la banque est primordial. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas le voir seulement que sur l'aspect bancaire. Il faut regarder, en fait, effectivement, les institutions de microfinance qui viennent aussi. Et quand on intègre les institutions de microfinance, on passe à un taux qui est beaucoup plus élevé, qui est autour de 30-35%. Après, quand on interroge maintenant, quand on intègre, la nouvelle technologie, on est au-delà donc de 50%. Il ne faut pas effectivement que se comparer qu'aux grands pays, il faut regarder aussi des pays qui sont comme nous. Quand on regarde au Maroc, le taux de bancarisation est à 55-60%. Quand on regarde dans des pays comme le Kenya, il est en fait plus élevé qu'en Côte d'Ivoire. Donc oui, on ne va pas atteindre les 99% tout de suite, comme la France. Il ne faut pas se leurrer. Mais il faut en fait arriver à mettre le maximum de personnes, pas seulement dans la banque, mais en fait dans tout le système financier. Et ça, c'est très important et ça permet aussi donc, des petites gens dont je parlais tout à l'heure, des agriculteurs, du monde rural, aussi en fait donc, de pouvoir mobiliser leur épargne pour le bien-être de l'économie. Mais vous avez parlé justement tout à l'heure d'éducation, donc c'est toute l'éducation financière Toute l'éducation financière, pas seulement bancaire, toute l'éducation financière qui doit commencer, à mon sens, dès le bas âge. Donc à l'école, ça devrait aussi être instruit à l'école. Voilà. Donc, quand je dis dès le bas âge, c'est à l'école. C'est dans l'école primaire, le collège, le lycée. Et sur toute mais aussi en la famille. continuité en famille. En fait, les parents aussi expliquent à leurs enfants le rôle de l'épargne. Parce que plutôt vous commencez avec la banque, elle vous connaît, elle a votre historique. Et si demain vous avez besoin qu'elle vous accompagne, elle est beaucoup plus à l'aise pour le faire. Alors justement, la banque, les institutions de microfinance, donc il y a une vraie connaissance du client. Et ça, c'est beaucoup, c'est très rassurant utile. Et puis c'est plus en termes de confiance aussi. En termes de financement. Alors, la banque, c'est la confiance, vous l'avez tout dit. Donc si vous avez un record de... On va continuer. Ken Kakena, vous êtes le cofondateur de Weasel Money. C'est une solution donc, que vous avez voulu plus inclusive face aux offres qui sont déjà présentes, donc les banques et les mobile money. Donc vous connaissez un peu cet univers. Hein. Quel est le portrait robot aujourd'hui de la personne qui n'est pas bancarisée en Côte d'Ivoire? Alors, le portrait robot de la personne qui n'est pas bancarisée, c'est une question difficile parce qu'en réalité, il y a plusieurs profils. Il n'y a pas de portrait robot type. Alors, quel type de personne rencontre ce problème d'accessibilité aux services bancaires pour des difficultés d'accéder à une agence, pour une difficulté en termes de prix, de coût, de pouvoir accéder à ce service et difficulté à comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça implique. Alors, il y a différents types de personnes. Il y a les personnes à revenus faibles, ça a été dit tout à l'heure. En effet, lorsque je gagne le SMIC, c'est compliqué pour moi d'avoir une relation avec un banquier en agence. C'est compliqué d'avoir des frais de tenue de compte, d'avoir des moyens de paiement de type carte, etc. Et donc, de fait, je suis exclu. Il y a des populations qui sont dans les périphéries
à la fois urbaines, mais aussi à l'intérieur du pays, les zones rurales, Les zones rurales. parce qu'il n'y a pas de diversité d'offres à ma disposition. Souvent, il y a une seule agence, une seule banque présente, et finalement, je n'ai pas de choix. Et d'ailleurs, peut-être que cette banque ne répond pas en réalité à ma besoins, demande, ouais. et de fait, je suis exclu. Et dernier point, il y a aussi des opérateurs économiques, j'ai parlé des personnes physiques, mais aussi des opérateurs économiques qui évoluent dans des environnements où il y a beaucoup d'informels, où les transactions doivent se faire rapidement et où l'offre qu'on leur propose, en réalité, n'est pas adaptée à la rapidité, à la tarification. C'est ça l'un des gros problèmes aujourd'hui. L'offre n'est pas adaptée à la clientèle, parfois en zone rurale. Alors, en zone rurale et en zone urbaine urbaine aussi. En réalité, on a tendance à regarder la question de l'inclusion financière uniquement par le prisme des banques. Mais aujourd'hui, et pas qu'en Afrique, la banque a plusieurs visages. Lorsqu'on regarde un établissement de mobile money, de monnaie électronique, c'est un établissement qui a un agrément à la BCAO et qui fonctionne avec une banque. Lorsqu'on regarde une microfinance, idem. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir regarder, est-ce que ces nouveaux canaux, cette nouvelle façon d'interagir avec la banque, est-ce qu'elle répond ou pas à la demande ? Mon point, c'est que pas suffisamment. Comment inclure du coup le secteur informel ? Alors, il n'y a pas de réponse encore à cette question. On est en train de chercher des solutions, mais on a quand même des pistes qui sont importantes. Bon, le secteur informel, c'est quoi ? C'est des sociétés qui ne sont pas identifiées. Or, pour nous, il est très difficile, voire impossible, de traiter les transactions financières pour un opérateur qui n'a pas d'identification. Donc déjà, il y a un problème réglementaire à la base. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table pour pousser l'opérateur informel à se formaliser et donc à tracer ses opérations. La première demande, c'est qu'ils sont tous en recherche de financement. C'est qu'aujourd'hui, un opérateur économique, lorsqu'il se lance, le premier besoin qu'il a, c'est de faire grandir son activité, d'améliorer ses conditions de vie. J'ai commencé à vendre sur une table en bois. 5 années plus tard, je dois avoir une petite échoppe en dur et peut-être 10 années plus tard, des revendeurs qui sont... voilà. Le grand problème qu'on a dans notre pays, c'est que la même dame qu'on a connue dans notre jeunesse sur une table en bois, on revient 15-20 ans plus tard, elle est toujours sur la même table en bois. Ouais. Donc il y a un problème et un besoin de financement. Le second besoin, c'est un besoin, j'ai envie de dire, un peu de traduction. Les opérateurs financiers ne parlent pas le même langage que l'opérateur économique. Il faut d'une part qu'on arrive à simplifier notre message, mais que de l'autre côté, ça a été dit tout à l'heure, qu'il y ait également je n'aime pas le terme, mais une éducation financière. Non, il faut le dire, il faut une éducation financière. Pourquoi vous n'aimez pas le terme ? Alors, j'aime pas le terme parce que souvent, c'est la solution facile qu'on trouve pour expliquer le faible taux de bancarisation. Alors que c'est plus complexe que ça. Ils ne comprennent pas. J'ai essayé, j'ai lancé mon produit, ça n'a pas pris parce qu'il ne comprend pas. On ne peut pas s'arrêter là. S'il ne comprend pas, c'est peut-être que ce que je lui propose n'est pas clair. Ne lui correspond pas, n'est pas clair. Et je dis souvent, d'autant plus avec mes partenaires dans le secteur agricole, souvent ils refusent parce qu'ils ont bien compris. Ils ont bien compris que ce qu'on leur offre, en termes de prix, en termes d'expérience et d'accessibilité, n'est pas adapté à ce qu'ils veulent. Donc, éducation financière, je ne sais pas, mais en tout cas information, sensibilisation. Mais pour répondre vraiment à la question qui est très importante, comment les faire passer dans le système formel ? Ils veulent du financement. Il faut qu'ils puissent comprendre les exigences d'une banque et comment ça fonctionne. Et enfin, il faut que les solutions qu'on leur apporte ne soient pas uniquement financières. Ils ont également besoin d'un accompagnement dans leur métier. Il y aura beaucoup d'exemples qu'on va aborder tout à l'heure, mais dans la distribution, par exemple, un petit commerçant qui va vendre peut-être des produits de grande consommation, lorsqu'il a besoin d'une solution de paiement et d'un compte en banque, il a peut-être besoin aussi derrière d'un service, d'un applicatif qui va lui permettre de mieux gérer son stock, de mieux gérer sa trésorerie, etc. Donc il faut qu'on aille plus loin que simplement proposer des outils d'ingénierie financière. Daouda, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce que les établissements financiers mettent en place comme offre pour mieux s'adapter justement à cette demande dont parle Ken aujourd'hui ? Alors, plusieurs choses. Il y a d'abord, si on regarde le paysage bancaire ivoirien, il s'est totalement transformé. Aujourd'hui, les banques se sont rapprochées des consommateurs.
Ça, c'est un premier fait, même si ce n'est pas suffisant, il faut le dire. Le nombre d'agents sera ramené au nombre de la population, il reste beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, les banques se sont rapprochées donc, des clients, et en se rapprochant des clients, ils rentrent aujourd'hui dans les marchés, ils essaient d'expliquer en fait, donc, effectivement, aux commerçants, aux agriculteurs, que le rôle d'une banque et quel est leur intérêt pour elles, pour ces populations-là, d'avoir des comptes bancaires. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en discutant avec elles, ça permet de comprendre leurs besoins, ce qu'ils veulent, et par rapport à ça, de dimensionner, de packager des offres qui répondent à ces besoins-là. On ne répondra pas à tout, mais au moins, on essaiera en fait, donc, de mettre en place des produits et services qui correspondent à des populations spécifiques. Donc, notamment, qui sont à l'intérieur du pays ou qui sont même à Abidjan, que ce soit en, fait, en termes de cartes bancaires, en termes de pouvoir retirer au guichet, en termes de transfert, d'outils de transfert, en termes même de crédit, de microcrédit, de crédit et tout ça. Donc, effectivement, il y a des offres qu'on permet de créer pour ces populations-là. Après, donc, il y a l'aspect aussi conseil derrière, en fait, en les écoutant, ça permet effectivement de leur donner donc, des conseils. Comme on dit d'ailleurs, le banquier, c'est un conseiller clientèle. Donc, il donne des conseils, en fait, par rapport à la situation, par rapport à l'évolution donc, du business. Et normalement, s'il est écouté, ça devrait, en fait, être une relation win-win. Est-ce qu'il y a un rôle aujourd'hui que le gouvernement et les grandes entreprises peuvent jouer pour améliorer justement ce taux de bancarisation qui est faible et cette amélioration des services à cette population qui, on le rappelle, continue de demander une offre plus adaptée? Oui, il y a plusieurs, il y a certainement en fait. Alors, pour que la bancarisation progresse davantage, il faut effectivement que tout l'écosystème se mette en place. Et l'écosystème, il y a les banques. On a parlé de microfinance, on a parlé donc des gens qui sont dans le mobile banking, mais il y a aussi donc les régulateurs, il y a l'État, il y a tous ces gens-là qui doivent se mettre ensemble et effectivement travailler sur la bancarisation. Qu'est-ce que l'État peut tout simplement faire? Aujourd'hui, en fait, quand j'ouvre une agence à Odiéné, je n'ai pas de banque centrale à Odiéné. Je suis obligé, moi, de transporter, d'alimenter cette banque à partir de Mans ou à partir de Boaké. Donc, en termes de coûts, tout ça, ça rentre en fait dans le calcul, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que la banque, c'est aussi une entreprise qui cherche à faire donc, des profits, et c'est important de le souligner. Et par rapport à ça, le coût du trajet jusqu'à Odiéné, est-ce que tout ça, ça rentre dans la politique dit j'ouvre une agence à Odiéné ou je n'ouvre pas une agence à Odiéné? Enfin, je prends l'exemple de Odiéné, ça peut être Ingla, ça peut être Wangolo-Dougou, ça peut être Niablé. Donc, je veux dire, les points qui sont les plus éloignés et les populations qui sont, on a dit, peut-être dans une ville, il y a une seule banque, parce que peut-être il n'y a pas de la place où les coûts font qu'il n'y a pas de la place pour mettre suffisamment donc, de banques. Donc, il y a ça, donc rapprocher les banques centrales, effectivement, les banques commerciales, pour aussi réduire donc, le coût. Après, derrière, une des mesures que l'État peut prendre, c'est aussi de dire qu'à partir d'un certain montant, on ne paye que par chèque. Dans beaucoup de pays, en fait, aujourd'hui, vous ne pouvez pas payer au-delà d'un certain montant en liquide. Et donc, de pénaliser les chèques sans provision. Si aujourd'hui, on avait une confiance aux chèques qu'on remet, je peux vous dire que la question donc, de confiance, la question de rapidité dans l'exécution si je vous remets un chèque, si vous êtes sûr que j'ai très peu de chances que de vous faire un chèque en bois, vous êtes rassuré de prendre mon chèque. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas donc le cas. Et jusqu'à des montants importants, on peut les payer donc en liquide. Donc ça aussi, c'est le régulateur, l'État, qui peut en fait réglementer ce domaine-là. Les exemples sont légion. Pour les grandes entreprises, c'est aussi de dire à un moment donné, au-delà d'un certain salaire, je ne paye pas en fait à la caisse. Vous ouvrez un compte bancaire, prenez un compte mobile banking, ou vous ouvrez une institution de microfinance. Moi, je ne fais que les virements. Et d'ailleurs, c'est plus simple. Je fais un fichier, j'appuie un bouton et la banque exécute donc les virements. Et moi, ça m'évite. Et d'ailleurs, pour l'entreprise, c'est gagnant parce qu'elle emploie des guichetés pour payer les salaires. Elle va chercher l'argent à la banque avec tous les risques que ça prend. Elle transporte beaucoup d'argent en termes de sécurité. C'est aussi, en fait, donc, en termes aussi d'effectifs. Donc, tout ça, c'est les mesures que les entreprises peuvent prendre. Et il y en a plusieurs aussi, en fait. Ouais. Avis partagé sur la question de l'implication des grandes entreprises avec le gouvernement? Alors oui, avis complètement partagé. Ça a été brillamment expliqué. Et je vais compléter pour renforcer un peu l'idée d'écosystème qui a été expliquée par M. Koulibaly. C'est que
pour aller attaquer, entre guillemets, le secteur informel, que ce soit des entités ou des personnes, il faut qu'on puisse commencer et s'appuyer sur une base formelle. Il faut qu'on puisse remonter à la source des transactions et essayer de faire un partenariat gagnant-gagnant avec ceux qui finalement amorcent la pompe pour voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à identifier les bénéficiaires in fine de ces transactions pour qu'on puisse se rapprocher vers eux et comment est-ce qu'on peut mettre en place des solutions qui vont faciliter la vie in fine de ces personnes qui sont exclues. J'ai un exemple, par exemple, j'en ai deux. Par exemple, le rôle de l'État, au-delà de la fonction de régulation, c'est que c'est le principal client de beaucoup de sociétés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, on peut, en s'appuyant avec les organes de l'État, réussir à structurer des chaînes de valeur et aller jusqu'au dernier maillon en se disant, voilà, lorsque je suis client de l'État ou lorsque je reçois de l'argent de l'État, comme vous le savez, Wizall Money, on a été mis à contribution dans la riposte au Covid et on a été la solution de paiement de plus de 170 000 ménages dans le cadre de l'aide à la solidarité Covid. Ça montre le formidable leadership un peu que peuvent avoir les autorités là-dessus en se disant que non seulement on se base sur une PME qui a une solution locale pour traiter nos problèmes locaux, mais par ce biais-là, on va toucher une partie d'exclus. Sans être trop long, j'aime beaucoup les exemples dans le secteur agricole, mais on travaille avec un certain nombre d'exportateurs agricoles qui collectent du produit dans toute la Côte d'Ivoire, avec le leadership de notre maison mère, le groupe Atlantic Business International, et on arrive à identifier des coopératives, identifier des producteurs et faire en sorte que le paiement de la récolte soit tracé. Mais in fine, ça permet aux producteurs d'avoir l'historique de ce qu'ils livrent à une coopérative et de faire effet de levier sur du financement, etc. Donc voilà un peu le rôle que peuvent avoir à la fois l'État et les grandes entreprises dans l'inclusion financière. Alors on va marquer une courte pause publicitaire, on a eu beaucoup d'informations, on va digérer tout ça, on revient tout de suite après, on sera rejoint par Jean-Serge Hanon, directeur du FIPME, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. On continuera de parler de solutions et alternatives pour une meilleure inclusion financière et on parlera surtout de la relation entre les banques et les entrepreneurs. De retour sur le plateau de la télé d'ici, si vous nous rejoignez, on parle de bancarisation et d'aide aux entrepreneurs. Mais avant ça, on va marquer une courte pause pour parler de l'actu d'ici. On parle ce soir de Covid. Un document intitulé « Communication au Conseil des ministres » avec en tête ministère de la Santé annonçait des mesures restrictives, entre autres pour une durée de 30 jours. Fermeture des boîtes de nuit, des bars et salons privés dans le Grand Abidjan. La suspension de tous les événements culturels, artistiques et religieux dans le Grand Abidjan. Le porte-parole du gouvernement, Sidi Timoko Touré, a indiqué ce mercredi lors du point presse, après le Conseil des ministres, qu'aucune de ces mesures restrictives n'avait été prise, contrairement à ces rumeurs diffusées ces derniers jours. Il a indiqué qu'il s'agissait d'une fake news, mais il a bien eu des recommandations du ministère de la Santé qui seront étudiées par le Conseil national de sécurité. Donc il faut rester à l'écoute et attendre cette information. La deuxième information qu'on vous communique ce soir concernant le Covid, eh bien, c'est que les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech, qui devraient être livrées à la fin du mois, accusent un retard. C'est ce qu'a indiqué toujours le porte-parole du gouvernement, Sidi Timoko Touré, mercredi. La Côte d'Ivoire devait débuter ses premières vaccinations mi-février. La vaccination massive à partir d'avril, mais ce contretemps ne devrait pas remettre en cause ce calendrier de vaccination. C'est ce qu'a indiqué le ministre. On parle de 100 000 doses. Et
Juste à titre informatif, les cas de Covid sont en augmentation. On vous invite à respecter les mesures barrières, c'est la seule clé. On l'a rappelé pour lutter contre le virus, même s'il y a le vaccin qui arrive, mais il va falloir patienter quand même un peu. Alors toujours à l'issue de ce Conseil des ministres, on apprend que d'un commun accord, les acteurs des filières d'huile de palme raffinée et de farine boulangère, le gouvernement ont arrêté des mesures de suspension de la hausse des prix des ventes de ces deux produits constatés sur les marchés en ce mois de janvier 2021, en vue de préserver le pouvoir d'achat des populations et d'assurer la pérennité des activités des industriels. Cette augmentation des prix se justifiait notamment par la tendance à la hausse des cours mondiaux de l'huile de palme brute et du blé en raison de la forte baisse de la production mondiale. On a été rejoint en plateau par Jean-Serge Anon, directeur exécutif du FIPME, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, petite question farfelue, est-ce que ça existe, un entrepreneur non bancarisé? Est-ce qu'on peut dire ça? On pense que c'est monnaie courante, l'entrepreneur non bancarisé. Donc, on fait des affaires, on ne passe pas à la banque, mais on fait quand même les affaires. D'accord, très bien. Donc avant d'embrayer sur la question de l'aide des banques vis-à-vis des petites et moyennes entreprises, on va revenir vers l'INSEE qui avait des préoccupations concernant les alternatives. Oui. Quelle alternative, du coup, existe Enfin, quelles sont les alternatives qui existent pour, à la bancarisation? Donc, on a parlé tout à l'heure de mobile banking. Est-ce qu'il y en a d'autres? On a parlé de microfinance également. Ouais. Donc, c'est toute la chaîne de la financiarisation, comme on dit, en fait, qui va permettre effectivement de mettre tout le monde sous le radar et de mobiliser l'épargne dont dispose le pays. Et maintenant, je m'adresse plutôt donc au mobile banking. En termes de protection des données, comment être sûr qu'il n'y a pas de fraude et comment limiter la fraude aussi à ce niveau-là? Alors, la collecte et l'utilisation des données est très encadrée en Côte d'Ivoire. Elle est encadrée d'abord par la BCEAO, qui encadre toutes les transactions financières, mais également par la RTCI, qui est l'entité qui a également mandat de contrôler donc, ces données à caractère personnel. Alors, on a différents protocoles et c'est là que la technologie rentre en ligne de compte. C'est qu'on identifie nos clients à travers des outils informatiques qui sont sécurisés avec différentes authentifications, sécurisés à la fois pour les partenaires extérieurs qui font la distribution, mais également en interne. Donc, il y a un certain nombre de règles qui donnent droit à des autorisations, qui sont paramétrées dans un système, qui font que la donnée qui est collectée ne peut pas sortir de l'infrastructure sans qu'il y ait un motif et sans qu'il y ait une trace. Donc ça, on veut rassurer. Il y a peu de risques de fraude ou peu... Alors, le risque n'est pas tant de la fraude à ce sujet, c'est plus des risques de hacking, comme on dit, c'est-à-dire que ces plateformes qui stockent la donnée et qui enregistrent tous les mouvements de la donnée, il peut arriver, et c'est d'arriver dans d'autres pays, que des hackers l'attaquent pour s'emparer. C'est pour ça qu'il y a, après, différents types de protocoles et de stratégies. Nous, par exemple, on a choisi de confier toute l'infrastructure, ce qu'on appelle le core banking, le core mobile banking, à des sociétés spécialisées qui ont un certain nombre de certifications et de protocoles bien meilleurs que ceux qu'on pourrait avoir avec nos équipes de développement. Alors Daouda, rapidement, aujourd'hui, ces solutions alternatives ou complémentaires dont on parle, est-ce que c'est un élément de concurrence avec l'établissement bancaire comme on le connaît, ou alors on est vraiment sur une conjoncture des forces pour améliorer le système financier en général? Alors, juste un mot sur la question précédente. Il faut quand même savoir, il faut signaler que c'est vraiment le nerf, c'est la clé du système, à la fois bancaire, mobile banking et tout ça, le système. Et si vous avez en fait votre système d'information, c'est celui-là, en fait, c'est vrai, il y a les hommes et les femmes, mais votre système d'information, il est capital. Parce que les données que vous avez, si demain, en fait, vous les retrouvez dehors, vous avez dit la banque, c'est la confiance, il n'y a plus de confiance et tout s'écroule. Voilà, donc c'est très important. Maintenant, pour revenir sur votre question, alors, oui et non. Oui, sur certains aspects qui commencent peut-être à marcher sur, j'allais dire, ce qu'étaient les plates-bandes du système bancaire classique, mais non pour la grande majorité parce que ça vient en complément de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, je pense que c'est un puzzle qui manquait à l'écosystème qu'on avait. Parce qu'on est conscient, nous les banques, qu'on ne peut pas en fait traiter toute la population.
Et j'ai des gens pour qui ce ne sera pas rentable de venir, d'ouvrir un compte bancaire. Et pour nous-mêmes, ce ne sera pas rentable de les avoir comme clients. Donc, c'est vraiment un outil qui vient, un chaînon manquant qui vient se rajouter en fait au dispositif. Donc, aujourd'hui, c'est plus de la complémentarité que vraiment de la concurrence. Après, ça va venir. Les choses évoluent tellement vite que... à un moment donné, une fois que la petite vient, comme on dit, la petite vient en mangeant. Et peut-être que on se retrouvera de façon frontale, mais pour le moment, je pense que c'est plutôt complémentaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de structures de mobile banking sont des contrats, des partenariats avec les banques. Avec les banques, donc, oui, tout à fait. C'est à signaler. Alors, un volet de notre émission qui va sûrement en intéresser plus d'un, c'est l'aide bancaire aux entreprises, aux toutes petites et moyennes entreprises. Et on vous a avec nous pour en parler, Jean-Serge. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les PME reprochent aux établissements bancaires et financiers? Et nous, les PME, on reproche essentiellement à la banque de ne pas nous suivre, de ne pas nous accompagner, parce que les affaires vont vite, mais les procédures bancaires vont lentement. On reproche aux banques de ne pas s'adapter à nos activités. On reproche aussi aux banques de ne pas être flexibles à nos activités. Parce que l'entrepreneur, lorsqu'il est sur le terrain, il prend des risques. Et ces risques, on a besoin aussi de les partager avec le banquier. Mais lorsqu'on se tourne vers le banquier, et lui, il ne veut pas de risques, il veut que des garanties, il veut que des cautions. Donc, du coup, nous, sur le terrain, pour rentabiliser notre affaire, si la banque ne suit pas, on trouve d'autres alternatives. Monsieur, on parlait de confiance tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un problème peut-être de confiance avec les entrepreneurs? Comment ça se passe? Pourquoi les banques ne font pas confiance aux entrepreneurs? Pourquoi ils sont assez... Je ne sais pas, les banques sont assez frileuses parfois. Alors, c'est toujours... L'éternelle question. Cette partie, c'est ce que je lui disais. C'est le moment de tirer mon gilet. Le gilet par balle, parce que là, ça attaque, ça y va. Parce que on peut t'invertir. C'est bien, on a un tampon au milieu. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'il faut, encore une fois, il faut revenir au rôle de la banque. C'est quoi le rôle de la banque? On attend trop de vous, vous pensez? Oui. Ah mais non, monsieur. Non, oui. Je veux dire, je vais vous expliquer tout simplement. La banque est là pour mobiliser l'épargne, votre argent que vous me donnez pour que je le garde. Et quand Jean-Serge a un besoin, je lui prête. Demain, si vous venez me demander votre argent, je ne vais pas dire allez chercher chez Jean-Serge. Tout à fait. Je ne vais pas dire qu'il ne m'a pas encore payé, donc je ne vous donne pas. S'il ne me paye pas, c'est mon problème. Vous, je vous dois votre argent. Donc, par rapport à ça, nous devons jouer, comme on dit, gérer en fait l'épargne en bon père de famille. Le terme est très important. Et parfois, on a des gens qui viennent nous présenter des projets, qui veulent qu'on les finance. Et quand on commence à leur dire, les entrepreneurs, quand on commence par leur dire, donnez-nous une garantie, une hypothèque, ah non, je ne vais pas mettre ma maison en garantie. Mais pourquoi vous voulez en fait que nous donnons l'argent des autres, pour même vous ne voulez pas en fait commencer par prendre le moins de risque? Mais parfois, il y en a qui n'ont même pas de... Désolé, non, mais parfois, ça c'est déjà même ceux qu'on a. Pas de propriété, parfois même, on demande juste la compliqué. caution personnelle solidaire. On ne va même pas au niveau de l'hypothèque. C'est dire, en fait, vous nous dites, les biens que vous avez, on a dans un dossier, et demain, en fait, si jamais il y a des difficultés, on peut regarder qu'est-ce qu'on peut réaliser. Mais c'est s'il y a des difficultés. Mais si vous faites tant confiance à votre projet et que vous êtes sûr que vous allez le réaliser, ça ne devrait pas vous poser problème. L'univers de la banque semble tellement obscur pour certaines personnes que est-ce que vous comprenez qu'ils n'aient pas envie de mettre leurs biens en hypothèque? Excusez-moi, monsieur, je finis sur le rôle de la banque. La banque est là pour accompagner le promoteur. Elle n'est pas là pour prendre des risques à sa place. Tout à fait. Il y a d'autres, dans l'écosystème financier, il y a d'autres personnes qui sont là pour prendre ce type de risque. C'est les capital risqueurs. Eux, en ce moment, ils attendent une rentabilité qui est beaucoup plus importante, de 20%, de 30%, de 50%, parfois de 100%, parce qu'ils sont sûrs qu'un coup, je gagne, un autre coup, je perds. Mais nous, les banquiers, et nous sommes soumis à une réglementation qui est très stricte. Nous sommes soumis, en fait, comme je l'ai dit, nous devons, en fait, gérer donc, les fonds que nous avons en bon père de famille. Et si demain, comme dit, en fait, donc, quand je suis rentré à la banque, ce qu'on m'a dit, une banque qui fait des crédits de façon raisonnable peut vivre longtemps. Mais par contre, une banque qui fait des crédits à tout va, c'est pas sûr en fait qu'elle vive 10 ans. Est-ce que ça vous convient ça comme réponse, Jean-Serge? Parce qu'effectivement, elles ont trop donné. Non, en fait, nous on pense que soit la banque, nous sommes dans un processus de mutualisation de nos risques avec la banque. Parce qu'il y a pour certains entrepreneurs qui payent
plus cher, les marges, ils donnent à la banque 12, 15, 20, 30%, mais il revient à la banque d'accompagner ceux qui commencent leur activité. C'est ça. On nous attend d'abord, ayez d'abord 3 ans d'existence avant de revenir me voir. Ou parfois, monsieur, certaines Non, mais là, on personnes n'est tout pas à du l'heure... tout sur le même niveau de Oui. compréhension. Nous, notre rôle, ce n'est pas de développer en fait choses, c'est le rôle de l'État. Ça, c'est le rôle de l'État. Nous ne devons pas faire des entrepreneurs, nous devons les accompagner. Il doit naître des entrepreneurs et la banque arrive en fonction de projet, vous accompagne. Bon, comme il dit, en fait, oui, on doit prendre des risques, accompagner en fait d'autres parce qu'on gagne sur d'autres. Non, ce n'est pas notre rôle. Mais je suis d'accord, monsieur, mais je nous voulais avons juste... des actionnaires comme la PME qui s'installe et qui attendent que nous dégageons des bénéfices pour rémunérer leurs risques qu'ils ont pris dès le départ. Monsieur, je suis d'accord, mais Oui. parfois, tout à l'heure, on parlait de propriété. Certaines personnes, tout le monde n'a pas accès à la propriété, tout le monde n'a pas forcément des propriétés. Et c'est compliqué peut-être pour ces personnes-là qui peut-être ont un projet béton et elles ne peuvent pas justement entreprendre, elles ne peuvent pas se lancer parce que les banques ne les accompagnent pas. Et qu'est-ce que vous Je répondez? disais, c'est qu'il faut se tourner vers d'autres acteurs qui sont peut-être plus adaptés. Oui. Alors non, j'ai pris la Oui, question mais d'hypothèque. en termes de garantie, il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir des garanties, Si vous avez un excellent monsieur. projet que vous présentez à la banque est capable de comprendre que vous avez un excellent projet et de vous suivre. Tant que les facteurs de risque sont bien mitigés, la banque va vous suivre. Si vous avez un projet que vous n'avez pas, en fait, que la banque ne vous accompagne pas, vous avez, en fait, donc, comme je dis, d'autres types de populations qui peuvent vous accompagner, comme les capital risqueurs, mais aussi, en fait, tout ce qui est, en fait, Jean-Serge, que on se connaît depuis très longtemps, s'il vient me voir avec un excellent projet, que je suis en tant qu'ami ou en tant que famille, si son projet est intéressant, je vais mettre de l'argent dessus. Mais qu'est-ce qu'on voit? Des gens, en fait, ont la bonne idée, ils n'arrivent même pas à convaincre leur entourage, et ils veulent en fait que la banque risque à prendre le risque à leur place. Alors, messieurs, Nous avons un niveau de risque à prendre. Il a parlé de coût aujourd'hui. Il faut savoir, pour nous les banquiers, le taux d'usure est à 15%. Et le taux d'usure, y compris en fait tout ce qui est frais de dossier, tout ce qui est taux d'intérêt, et c'est un Alors, je vous rassure, limité en termes de taux d'intérêt. Restez avec nous. On va marquer une courte page de publicité et on revient tout de suite après. Merci d'être dans la télé d'ici, merci d'être avec nous tous les soirs à 18h40 pour votre talk show préféré. On parle de bancarisation et d'aide aux entrepreneurs. On a parlé notamment de digitalisation des services. Et quand on parle digital ici, on s'adresse à l'INSEE, c'est le Take It Easy. Et aujourd'hui, dans Take It Easy, je vous parle de la Poste et j'arrive avec une super nouvelle. Les régions les plus reculées auront accès au haut débit. Dans la continuité de son plan de redressement opérationnel et financier adopté depuis 2013, la Poste Côte d'Ivoire investit le segment donc de la connectivité. La Poste vient de signer un partenariat avec la société française Intersat. L'accord prévoit la liaison d'environ 170 bureaux de poste au satellite Connect, permettant ainsi aux populations donc des zones éloignées d'accéder à des services de haute qualité. Tout ça dans un délai de 6 mois et à moindre frais, puisque normalement, eh bien, ça devrait être aux alentours de 1000 francs CFA. C'est une superbe chose pour le développement de l'Internet ici. C'est une superbe chose pour le développement du secteur de la télécommunication. Et d'une part, ça va permettre donc à la population d'avoir un super débit et d'autre part, eh bien, ça va permettre à la Poste de continuer, de diversifier tout simplement ses activités. C'est une action de plus pour la Poste de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de sa vision. Donc je trouve que c'est tout bénef et je trouve que c'est une excellente chose. Merci l'INSEE pour cette information. Alors, avant ce petit break, on était en train de parler surtout de l'aide aux PME. Aujourd'hui, on comprend bien que les banques ne peuvent pas tout faire. Quelle est la solution alternative que les petites et moyennes entreprises trouvent pour se financer, pour continuer à mener leurs activités? Quand la banque nous tourne le dos, on ne fait que regarder notre papa. Et notre papa, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Et là, il faut reconnaître que l'État de Côte d'Ivoire
a mis en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner les entrepreneurs. Notamment depuis... Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on va à la banque, on nous demande des fonds de garantie. Et en 1968, le président Houphouët-Boigny a pris la décision de faire une loi pour la garantie des entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Mais le décret d'application de cette loi a été pris en 2020. C'est juste pour vous montrer le nombre de temps dont les entrepreneurs sont livrés à eux-mêmes pour rentabiliser leur activité avant ces 3 années fatidiques que la banque nous donne. Alors vous dites qu'on pensait déjà à ça en 68, en 68 et qu'on c'est a mis... en 2020 que le décret d'application de ce fonds de garantie a été sorti. Pourquoi ça va aussi lentement ? Je ne sais pas, mais je sais qu'effectivement, le décret est sorti au mois de janvier 2020. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était ma modeste personne qui avait présenté le vœu du secteur privé au chef de l'État. Et ça fait partie des doléances qu'on m'a soufflé à la dernière minute. Et après, effectivement, tout s'est débloqué. Bon, je ne dis pas que je fais des miracles, mais c'est... un peu peut-être. Vous leur avez porté chance, en tout cas. J'y ai contribué quand même, modestement. Alors, Ken, quand vous lancez votre activité, est-ce que vous rencontrez les mêmes difficultés dont on parle aujourd'hui pour les petites et moyennes entreprises, j'imagine, quand vous commencez ? Alors oui, on a rencontré un certain nombre d'obstacles et j'ai envie de dire qu'on avait peut-être le profil le plus difficile à financer parce qu'on est dans la technologie, c'est du financement de l'innovation. On ne peut pas arriver avec un bon de commande et garantir qu'on va être payé dans 6 mois. Donc il y a un facteur risque qui est multiplié, mais si on l'a fait, c'est parce qu'on estimait qu'il y avait un facteur gain potentiel qui pouvait être tout aussi multiplié. Alors, la chance que Sébastien Vetter, mon associé et moi-même avons eue, c'est qu'on connaissait bien le système financier. On avait quelques rudiments qui nous ont permis de comprendre qu'il ne fallait pas aller à la banque pour faire financer ce type d'activité. Et on s'est tourné, d'abord, dans notre environnement direct, c'est-à-dire déjà entre nous, entre associés. On s'est regroupé à 5 et on a contribué à un montant significatif pour développer d'abord un prototype. C'est important ces étapes parce que je pense que, voilà, d'abord développer un prototype. Et sur la base du prototype, on a été voir maintenant des sociétés à capital risque et des grandes entreprises pour essayer de leur montrer l'intérêt que pouvait avoir cette solution déjà conçue dans leur stratégie, dans leurs perspectives, etc. C'est dans ce cadre-là que tous les capitaux risqueurs, déjà qui ne sont pas nombreux, nous ont dit non. Est-ce que je veux savoir quelle a été la réponse ? Bon, voilà. Voilà, ils nous ont tous dit non lorsqu'ils nous ont reçus. Et en revanche, on a réussi à avoir un accord de financement du groupe Total, donc le réseau de stations-service Total Afrique Moyen-Orient, qui a financé le fonds d'amorçage, qui nous a permis d'avoir les liquidités nécessaires pour démarrer. Mais ça, toutes les PME n'ont pas cette chance. C'est pas une chance. D'avoir des capitaux. Vous avez travaillé, vous avez vendu votre projet. Oui, Mais je veux dire, cet accès, toutes les PME n'ont pas cet accès. C'est là où, pour aller un peu au bout du raisonnement, nous, on était vraiment sur un type spécifique d'activité, qui est une activité d'innovation, qui est une activité de masse, et qui donc est dans, je ne veux pas parler de langage trop compliqué, mais qui est sur des rendements très longs. On sait que l'argent ne va pas revenir dans 6 mois. Donc, par conséquent, sachant ça, on sait qu'il y a un type d'acteurs qui financent ce type d'activité-là. Aujourd'hui, qui est financé quand les PME se dirigent vers les banques? Quels sont les types d'activités qui sont financées et quelles activités vous avez du mal à envisager Alors, ce qui est quand même, il faut quand même donner quelques chiffres. Donc, en 2019, donc 2020, il y a eu la pandémie Covid, donc on n'a pas encore les chiffres. Et puis, peut-être que les financements seront un peu en baisse. Mais sur l'année 2019, les financements en direction des PME ont progressé de 26%. Ce qui est quand même pas mal. C'est pas mal. Voilà, 26%. Jean-Serge. On peut encore dire, oui, que c'est pas suffisant. Oui. Et ça, je peux le comprendre quand que Jean-Serge le dise. Mais il y a un effort quand même qui est fait au niveau donc, des banques. Parce qu'aujourd'hui, nous avons en fait de plus en plus d'entrepreneurs qui commencent à être structurés, qui comprennent les questions financières, qui savent monter leurs projets et qui savent en fait aller étape par étape. Donc l'exemple qu'ils ont donné en commençant, déjà en mettant un peu d'argent, donc comme il a dit, donc un montant significatif,
c'est rassurant pour se dire, tiens, c'est des gens qui en veulent. Et ils ont confiance à leur projet, puisqu'ils mettent en fait, effectivement, un certain montant. Et la banque ne vient en fait qu'un accompagnement. Là, en l'occurrence, ce n'était pas en fait la banque, c'était une entreprise, mais c'est la structuration qu'il faut avoir. Et de plus en plus, on a en fait donc des entrepreneurs qui sont structurés et qui montent des projets que la banque finance davantage. Donc 26% d'une année, c'est rien. C'est pas rien. Là, effectivement, il y a le fonds de garantie qui devait rentrer en application en 2020. Malheureusement, donc, ça n'a pas pleinement joué avec la pandémie, donc la Covid. Et ça devrait venir en fait renforcer. Peut-être qu'il y aurait eu 30% là, en 2020 s'il n'y avait pas eu cette pandémie-là. Donc c'est quand même un secteur qu'on regarde parce qu'on est conscient qu'on ne peut pas le laisser de côté. On est conscient que même s'il y a des risques, il faut en fait là-dedans, il y a du bon. Il y a du bon, il n'y a pas que du mauvais. Même si le taux de casse est relativement élevé, mais il y a en fait donc du bon. Et ces bons-là, on va les chercher une fois en fait qu'ils viennent se présenter, qu'ils arrivent à nous convaincre. Et encore une fois, on est capable de comprendre un bon projet d'un entrepreneur, quel qu'il soit. Que ce soit dans le domaine de l'agro, que ce soit dans le domaine des start-up, d'un fintech, on en finance le transport, la logistique, on en finance quotidiennement. C'est encore une fois, c'est notre métier, mais on n'ira pas au-delà de ce que peut-être les gens attendent de nous. Parce que, pour une fois, il faut savoir en fait le rôle. C'est dans beaucoup de pays, l'État a mis en place des instruments de développement, d'accompagnement des PME. Vous n'avez pas demandé en fait à un secteur privé de prendre le risque pour un autre secteur privé. Donc à la place, nulle part au monde ça n'existe. Nulle part au monde ça existe. Il faut en fait que l'État ou en fait donc d'autres les partenaires techniques financiers mettent des systèmes de garantie qui peuvent rassurer les banques, qui peuvent permettre de partager le risque à un niveau qui soit acceptable pour les banques. Et en ce moment-là, elles prendront plus de risques. Sinon, notre métier, c'est de vendre du crédit. Et si nous pouvons le vendre comme Jean-Serge le demande, on aurait vendu parce que plus on vend et plus on est censé gagner. Mais là, en l'occurrence, plus on vend, plus on a un risque. Et ça veut dire en fait que les années qui viennent, on donnera moins. Parce que quand on fait des pertes, ça impacte vos fonds propres et aussi votre capacité à distribuer des crédits. On va y aller rapidement, pas de course. Quels sont les secteurs qui vous rassurent? Tous les secteurs nous rassurent. Il faut juste que l'entrepreneur Par exemple, dans le secteur de l'innovation, c'est un peu compliqué, justement. C'est ce que Ken disait juste à côté, il y a quelques minutes. Si je peux me permettre, je ne vais pas me faire le défenseur des banques, c'est pas mon habitude, mais on charge trop la barque des banquiers. Mais justement, c'est ce que on voulait savoir justement quels sont vers qui se tourner justement pour les PME. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous allez voir? C'est ce qu'aujourd'hui peut-être les entrepreneurs ont envie de savoir. Ils ont envie d'avoir justement les clés, les réponses à tout ça. Alors, avant d'aller voir quelqu'un, je pense que souvent on élude. Il faut avoir un bon projet structuré. J'ai voulu l'illustrer par notre exemple. Mais avant d'aller voir la banque, il y a déjà des choses en tant que promoteur d'un projet qu'on doit faire soi-même, avant d'aller convaincre les autres. Lorsqu'on se lance dans Weasel, on démissionne notre emploi. Ça rassure le partenaire. Je vais être à temps plein dans le projet sur lequel je vous demande d'investir. On va voir des acteurs qui ont mandat ou dont la stratégie, c'est d'investir dans des business et à des étapes comme la nôtre, c'est-à-dire ce qu'on appelle early stage en anglais, sur un prototype et avec un marché qui est complètement à construire. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti partout, il faut bien cibler. Et une fois qu'on va chez ces acteurs-là, il faut également pouvoir faire la démonstration qu'on a structuré le business et qu'on sait étape par étape où on va. Alors pourquoi je dis ça? Parce que souvent j'ai mes jeunes frères ou mes aînés entrepreneurs qui viennent me voir avant d'aller à la banque. Souvent, je leur déconseille d'aller à la banque. Et ils viennent avec des business qui, si c'était mon propre argent, dans lequel je n'aurais pas investi. Parce que soit ils veulent tout de suite des montants élevés sans expliquer pourquoi ces montants-là, soit ils sont dans cette activité-là, mais en même temps, on sait qu'il y a 5-6 activités derrière. Et soit ils ne sont pas en mesure de faire l'argumentation. Donc pour terminer, réponse concrète, il y a des microfinances qui ont la responsabilité et s'engagent à financer des montants plus petits et d'amener l'accompagnement, le temps nécessaire à la structuration du business. Il y a en effet les capitaux risques, les fonds d'investissement
Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment, et c'est le vrai problème. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'il y ait suffisamment de risqueurs? Et enfin, ça c'est un message que j'adresse à mes aînés, dont Daouda, c'est que ceux qui ont réussi, qui ont de la liquidité, plutôt que de construire des grands immeubles et faire les courses à Paris, il faut aussi pouvoir faire ce qu'on appelle du business angel, pouvoir prendre des risques et amener 10 millions, 5 millions, 7 millions sur lequel l'entrepreneur va pouvoir amorcer son business. Jean-Serge, on a envie de vous entendre sur la question. Dispositif de l'État, d'abord, il y a déjà la loi de 2014 qui est sortie, la loi nationale d'orientation de la promotion des PME, et l'État a créé une agence, qui est l'agence Côte d'Ivoire, qui a pour rôle de promouvoir l'entrepreneuriat. Et l'État allait encore plus loin en 2017, de mettre en place le statut de l'entrepreneur. Donc pendant ce temps, l'entrepreneur qui démarre son activité a les dispositifs de l'État, dont le centre incubateur Dream Factory qui est prêt à accompagner. Mais lorsque vous avez une affaire dans le dispositif, bien sûr il y a l'État, mais il y a l'entrepreneur lui-même qui a besoin de mûrir son affaire avant de demander de financement. Donc dans cet aspect, nous, en tant qu'organisation patronale et professionnelle, on a l'objectif d'incuber un peu ces entrepreneurs qui commencent. Donc l'un des problèmes majeurs, c'est que lorsqu'on veut faire une activité, il est important de savoir quelle est la rentabilité, parce que la banque ne finance que sur la base de la rentabilité. C'est ça. Si la rentabilité n'est pas mûrie et que les éléments nécessaires à comprendre cette rentabilité, personne ne va vous accompagner. Bien sûr. Nous, entrepreneurs, on sait que nous, on a notre responsabilité dans ce schéma. Donc, ce qui est important, avec les dispositifs de l'État, il faut qu'on ait un réel accompagnement sur le terrain. C'est ça. À 23 ans, qui fait quoi? Messieurs, dames, on est dans le Money Time, bancarisation et aide aux entrepreneurs. Si on devait résumer rapidement quelques solutions pour améliorer ce paysage, un mot de fin sur la question. Pour nous, en tant que PME, lorsqu'on crée notre entreprise, on a besoin dans un premier temps de l'État et on a besoin de notre organisation professionnelle, quel que soit le secteur d'activité dans lequel nous sommes. Donc pendant ces 3 années, on va nous aider à mûrir l'affaire. Et à partir de ce moment, on a besoin de financement, mais il y a certains secteurs d'activité qui demandent déjà le financement, comme les secteurs innovants. Et là, on a besoin que la banque regarde comment elle peut accompagner. Et donc les dispositifs bancaires doivent être adaptés pour pouvoir nous accompagner. Donc en un mot, nous entrepreneurs, on a besoin de l'accompagnement, que ce soit financier, opérationnel, stratégique, mais on a besoin en face que les mécanismes soient mis en place. Ken, Daouda, un mot de fin, rapidement. Alors, d'abord, au niveau de l'entrepreneur, 3 choses importantes. Avoir de l'argent quand on démarre, parce qu'on entend des légendes de personnes qui ont commencé avec 50 francs et qui sont milliardaires, c'est faux. Il faut de l'argent pour démarrer, il faut du relationnel pour aller vendre, et il faut des compétences pour pouvoir gérer son activité. Une fois qu'on a ça, on peut structurer un projet, on peut être en capacité de le faire réussir. Et la dernière chose, frapper aux bonnes portes. Voilà. Daouda, le mot de fin en quelques secondes. Je sais que c'est un exercice difficile. Oui, c'est difficile. Non, mais ce que je voulais dire, parce que dans une autre vie, j'ai été, il y a encore 1 an, je suis président de la commission de développement des PME au sein donc, du patronat. Et donc, effectivement, l'objectif de cette commission, c'était de réfléchir à comment financer davantage les PME. Donc là, il y a tout l'écosystème qu'il faut revoir. J'insiste sur l'écosystème, c'est un mot qui revient, qui peut paraître un peu abstrait, mais on ne fera rien bouger si on regarde que du côté des banques. Il faut en fait que les PME se remettent en cause, et donc en respectant un certain nombre de démarches, d'étapes. Donc en acceptant de commencer petit pour grandir, comme donc il vient de le dire. Il faut que l'État mette en place donc, les structures d'accompagnement, peut-être des banques de garantie ou des banques de développement qui aident les PME. Ça existe dans d'autres pays, ce n'est pas en fait nouveau. Il faut en fait, les banques ont commencé en fait à regarder au sein, donc justement, c'était d'installer ce dialogue, et les banques ont commencé à regarder en interne. Aujourd'hui, leur croissance, c'est les PME. Donc c'est un secteur, forcément, qu'elles sont obligées de regarder, qu'elles vont financer davantage. Et donc là, elles commencent à s'organiser pour le faire. Bon, je vois en fait. On n'aura jamais assez de temps pour parler de cette thématique. Ça nous est arrivé la première fois. Il y a des partenaires techniques et financiers, mais bon, je veux dire, c'est un écosystème qu'il faut arriver à mettre en place. Tous dans la même direction. Alors on arrive au terme de cette thématique. On va marquer une courte page de publicité et on revient avec l'excellente T-Bend.
Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci à nos invités d'être venus. Daouda Coulibaly, Ken Kakena, Jean-Serge Anon. Merci à l'INSEE. Merci au public du groupe Cofé César de Koumassi qui nous a suivis pendant toute l'émission. La suite du programme rapidement sur NCI, 19h50, le JT de Mélina Makissi, suivi de la météo de Maïmouna Ebrar à 20h05, 20h10, NCI Reportage, 20h30, Start-up et demain, vous retrouverez l'INSEE aux commandes pour la télé d'ici, même heure, même endroit. On se quitte avec la seule, l'excellente, l'unique T-Bend qui reprend ce soir 2 titres, Mewa de Lokwa Kanza et When a Man Loves a Woman. La T-Bend.
n'est pas la T-Bend qui veut. Excellent job, la T-Bend.